si je me rappelle bien. à les mines. Mon père a travaillé en Suisse. On travaillait dans des usines en Suisse. Et j'étais je suis la première génération. Tu es resté sur place en Italie, en fait. Exactement. Qui n'a pas travaillé c'est pas gentil, ça. À l'extérieur. Et alors, j'ai pensé de raconter l'histoire d'un homme qui n'a voulu pas émigrer. Non voglio morire a 3000 km da casa. Exactement. Les motivations sont liées exactement à la considération que la génération contemporaine en Italie a recommencé à émigrer. Alors, les jeunes Italiens aujourd'hui en Europe sont les plus nombreux immigrants européens. Nous parlons d'une immigration antérieure à l'Europe, mais une immigration très importante. Alors, le cinéma italien ne parle pas de l'immigration, parce que l'immigration è une chose, come si dice, una rimozione. On essaye de le gommer de notre mémoire. È una rimozione proprio psicanalitica, secondo me. Donc il y a tout un aspect psychanalytique. On essaye de le gommer de la mémoire italienne, de la mémoire collective. Hein, parce que l'immigration est très importante, est un moment révolutionnaire de la vie de beaucoup de personnes. Vous, ici, pour vous, une chose fondamentale. Mais, et pour nous deux aussi. Mais l'immigration est un problème politique. Et un des premiers problèmes politiques de l'Italie, et la solution ne parlait pas. Publiquement, il n'est pas possible en Italie de parler de l'immigration des Italiens. L'immigration des Italiens, d'un point de vue public, culturel, n'existe pas. Ça va aussi loin qu'en Italie, il n'existe que 4 musées d'émigration. 4. Et le premier ouvert en 92, je crois, à Gualdo Tadino. Et ce film est lié aussi à des expériences personnelles que j'ai fait dans les derniers 20 ans. Une de ces situations est la visite au restaurant du grand-père et de la grand-mère de Fabrizio. À Bruxelles, hein? Oui, c'est ça. En fait, parce qu'on avait fait un film ensemble qui s'appelait Diaz. Et donc, il était venu le présenter à Bruxelles, il était venu manger au restaurant de mes parents. Et en fait, simplement, on a discuté sur ce que c'était l'immigration des Italiens, quoi. Parce que moi, c'est mon grand-père qui a quitté l'Italie en 57 pour s'installer à Bruxelles, quoi. Et donc, simplement, forcément, il y a eu toute une réalité, comme il disait si bien. C'est un peu le grand paradoxe des Italiens. Je suppose il y en a quelques-uns dans la salle. Oui, il y en a 2-3. D'origine, quoi. C'est le grand... Je suppose que vous avez tous vécu ça quand vous retournez... si vous retournez en Italie, dans le village d'origine ou quoi, c'est qu'en fait, on dit toujours que vous n'êtes pas des Italiens. Et quand vous êtes ici, vous n'êtes pas des Français, je suppose. C'est un peu... on est finalement toujours de nulle part, quoi. On est des déracinés, quoi. Voire même de partout. Voire même de partout. Et c'est vrai que, oui, c'est vrai, en discutant avec mes parents, etc., il s'est dit, pourquoi pas en faire un film, parce que c'est vrai qu'on en a parlé même souvent après, etc. Si vous y pensez, ce tabou, en fait, de l'immigration italienne, il est même présent dans le cinéma, en fait. C'est que si je vous demande de
de me citer un film qui parle de l'immigration italienne en Europe, par exemple, c'est difficile d'en citer un. Moi, j'en ai un dans la tête parce que c'est une référence du cinéma italien. Pain et chocolat, voilà. Mais à part pain et chocolat, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien. Et pourtant, nous sommes des millions à avoir quitté la mère patrie, quoi. Il y en aurait des histoires à raconter, pourtant, c'est vraiment, pour les Italiens, l'immigration italienne, comme il disait très bien, elle n'existe pas, en fait. On est un non-sujet, quoi. Et moi, j'ai toujours eu ce souvenir, souvenir, c'est encore aujourd'hui, quand moi je vais en Italie, dans mon village d'origine, le village d'origine de mon grand-père, on m'a toujours dit, tu n'es pas italien, quoi. Déjà, quand j'étais enfant, on me disait, tu n'es pas italien, vous êtes les étrangers, quoi. Et donc, c'est assez schizophrénique, en fait. C'est qu'on a ce grand orgueil d'être italien, etc., mais en même temps, on ne nous reconnaît pas, quoi. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a cette difficulté à accepter, à raconter la propre émigration, que je crois que l'Italie a ce grand problème avec les immigrés. Parce qu'il y a un refus des deux côtés, je pense. La rhétorique anti-immigration est parfaite pour gagner les élections. Est parfait parce qu'ils sont des monstres qui arrivent, qui prennent notre femme, qui prennent notre travail, qui créent seulement de difficultés, etc. Et c'est parfait pour construire les monstres et gagner les élections. Mais l'immigration italienne est parfaite pour la défaite totale pour notre classe dirigeante. Notre classe dirigeante è fallimentare. È giusto, fallimentare? È giustissimo. È fallimentare. Parce que les vrais problèmes de l'Italie ne sont pas considérés dans la discussion publique, dans le Parlement, à l'intérieur des partis politiques. Nous parlons seulement des problèmes créés dans la télévision, qui sont problèmes pour faire une distinction de masse respect à les problèmes réels du pays. Par exemple, les problèmes des territoires qui sont dépérés, come si dice, sono deperiti. Qui sont délaissés. Qui sont délaissés, et alors, tous les fois qu'il pleut, l'Italie devient un glissement de terrain et ainsi de suite. Désastre total. Alors, nous ne devons pas parler de cette chose, de l'école qui sont vieilles, l'école qui sont vieilles, il avait des problèmes structurels énormes, l'école italienne, par tous les pays, le nord, le sud, le centre, le sud, par tous les pays, les hôpitaux. Nous ne parlons pas de toutes ces choses, nous parlons de l'immigration, de les clandestins, nous parlons des problèmes sexuels, des politiques qui font des choses qui sont problèmes personnels, mais ne parlons pas des problèmes réels du pays. Et un des problèmes de notre pays è l'immigration des Italiens, l'Istat, come si chiama? L'Istituto di Statistica. C'est l'Institut qui fait les statistiques. L'institut plus important que nous avons en Italie s'appelle Istat. Il dit que tous les années, de l'Italie sortent 100 000 personnes. 100 000. La plupart sont jeunes qui ont étudié et le pays a payé l'instruction, a obtenu les jeunes pour étudier,
Mais la possibilité de résoudre propre vie à travers le travail est pratiquement inexistante. Et alors les gens partent et ne retournent pas à l'Italie. Toute la richesse de la société italienne, come si dice, viene dispersa. Oui, il y a un effet dispersif. Et c'est un vrai problème, mais nous, le cinéma italien ne parle pas de ce problème, parce que le cinéma italien est un cinéma bourgeois. L'idéologie de la plupart des cinéastes italiens est une idéologie capitaliste. Et la vie représentée dans notre film è una vie molto spesso astratta. Abstraite, une vue assez abstraite. Bon, tu es quand même le plus italo des acteurs italo quelque chose, hein, le plus italien en absolu de tous. Tu as une carrière qui a évolué, tu as commencé avec les Dardennes, hein, c'est avec ça que tu as explosé à l'écran, depuis Rosetta. Hein. Mais tu as tourné un petit peu partout, en Italie, beaucoup, même en France, hein, par exemple Un village français, on a plus ou moins tous vu la série, je pense. Et comment est-ce qu'on construit une carrière aussi internationale? Enfin, je te remercie. Hein. Bah non, c'est la réalité, il n'y a qu'à voir ta biographie. Là, c'est marrant parce qu'il parlait d'anticapitalisme, puis tu parles du village français où je faisais un communiste. Donc ça se lit bien, quoi. Ça se lit bien. Mais non, mais écoute, oui, non, mais tu sais, nous les Belges, enfin, je dis nous les Belges, bon, voilà, de nouveau. Mais nous, il y a toujours une différence, c'est marrant parce que moi, je suis en France, donc, vous savez, il y a une différence entre nous, les Italiens. Parce que moi, j'ai une grande partie de ma famille qui habite en banlieue parisienne. La majorité habite à Bruxelles, et puis j'ai une autre partie en banlieue parisienne. Et donc, je vois tout le temps cette différence, parce qu'après, bon, quand j'étais petit, des fois, j'allais à Paris les voir, et puis on se voit au village en Italie en été. Et en fait, il y a une grande différence entre nous, les Italo-Belges, et les Italo-Français. C'est qu'en fait, on n'a pas, nous, les Italo-Belges, on n'a pas subi une pression culturelle, en fait, que les Italo-Français ont subi en arrivant en France. C'est-à-dire que la Belgique est un pays communautariste, et donc chaque communauté, en fait, je parle des Italiens, je pourrais vous parler des Espagnols, des Portugais, etc., on a pu comme ça conserver nos racines de manière plus importante que vous ici en France. Vous avez, je dis subi, mais c'est pas forcément le bon terme, mais vous avez subi une forme d'assimilation plus forte, parce que la culture française est plus importante et plus forte que la culture belge. Et donc, le paradoxe de ça, c'est qu'en fait, nous, les Italo-Belges, on a un peu tous oublié notre dialecte, je veux dire, nos dialectes d'origine, le dialecte du Lazio, le dialecte des Pouilles, le dialecte, etc. Or, par exemple, mes cousins qui sont en banlieue parisienne, ils parlent pas du tout italien. Moi, par exemple, j'ai appris un italien, on va dire, correct, un italien de Molière. Et par contre, mes cousins en banlieue parisienne, ils parlent pas du tout italien, mais ils parlent encore le dialecte des années 50. Et donc c'est assez fascinant parce que moi, je vais dans mon village, eux, ils arrivent à parler avec les vieux, moi, j'arrive pas, quoi. Donc c'est un peu, si vous voulez, la grande différence entre les Italo-Français et les Italo-Belges. Voilà, comme ça, vous le savez. Je vous le dis, c'est parce que ça m'a toujours amusé, ça. C'est le même phénomène au Luxembourg, hein, dont je viens. Ah ben voilà, donc... On est plutôt comme les Belges, comme les Italo-Belges. Ouais, c'est ça. Donc tu parlais de la carrière, mais c'est pas très intéressant, ma carrière. Si. Je peux bien dire ça, mais oui, non, mais vous savez, quand on est belge, en fait, on s'exporte, parce qu'on parlait de... Nous, les acteurs belges, bah, on n'a pas d'agent en Belgique, donc nous, on nous dit tout de suite, déjà au conservatoire, on nous dit, si vous voulez faire ce métier, vous devez aller en France, vous devez partir. Donc je suis reparti dans l'autre sens. Donc moi, en fait, maintenant, je travaille en Italie, et ça fait bizarre, parce qu'évidemment, bah, je fais le chemin inverse, quoi. Alors, juste pour vous dire, parce que lui, il ne le dira jamais, mais il est quand même venu de Bruxelles. Il est arrivé une demi-heure avant de rentrer en salle, et après ceci, il repart. Donc, c'est vraiment une preuve d'attachement
professionnel, je trouve. Ça. Chapeau. Hein. En italien, ça part tout le temps. Hein. Voilà. Ben, il y a une question qu'on ne peut pas éviter, je pense. Hein. Donc, Michele Placido. Bon. Et puis, il y a on l'avait déjà vu quelque part. Mais par contre, il y a une autre actrice, pour moi, extraordinaire aussi dans le film. Ben, c'est la petite Angelica. D'où est-ce qu'elle sort? Comment tu l'as trouvée? Comment tu as choisi? Ainsi de suite. Parce qu'elle est remarquable. On dirait qu'elle a tout le temps joué. Je l'ai cherchée par toute l'Europe, en France, en Belgique, en Italie, dans l'école française. Et après, je l'ai trouvée à Ostia. Tu étais juste à côté, quoi. À côté de Rome. Parce qu'elle appartient à une famille russe. Et a respiré une atmosphère particulière dans sa famille. Sa mère est une actrice sportive, son grand-père un personnage particulier qui a travaillé pour 30 ans dans l'ambassade russe italienne. Sont des personnes qui aiment beaucoup l'art, la culture, l'expression artistique en général, et la petite a respiré ces atmosphères. Et les jours qui arrivaient dans notre bureau, immédiatement s'est transformé est devenu le personnage que nous cherchions, que nous cherchions. Le rencontre d'Angelica avec Michele était extraordinaire. Ce sont deux personnes qui ont compris parfaitement la tête de l'autre personne, la mentalité, les méthodes de travail. Et immédiatement l'échange, comment se dit, l'échange émotif, la capacité de communication interpersonnelle était merveilleuse. Et alors, Michele a accepté la fille que nous avons individuée. Et le film est né de leur rencontre aussi. De leur rencontre. Le film est totalement lié à le rapport sur ces deux personnages. Et en ce moment, le film est né. Alors, à moins qu'il y ait des remarques, hein, je continue. Il y a il est très curieux donc, de savoir ce que vous en pensez, si vous avez des réactions. Je pense que c'est la première fois qu'il est projeté à l'étranger, même si c'est un étranger très italo quelque chose ici, mais bon quand même. Oui, il y a un microphone, il y a un microphone dans la salle, pour ceux qui auraient envie de s'exprimer. Bon, de toute façon, si je voulais ajouter que Michele Placido, on est habitué normalement à le voir dans des rôles où il est très expressif, très physique. Et là, c'est tout en silence. Il parle très très peu. Comment il a fait pour s'adapter à ça? Est-ce qu'il a travaillé ça? Parce que c'est pas sa manière de faire naturelle. Michele Placido est un acteur de théâtre qui a fait beaucoup de cinéma, de grand cinéma. Mais est né dans les théâtres. Sur les planches. Sur les planches. Mais la lecture du scénario était choquante pour Michele,
qui m'a dit, oui, c'est un scénario exceptionnel, mais Orlando devra dire, come si dice? Devra dire quelque chose. J'ai raconté à Michele que je suis grandi un petit village del centre de l'Italie où sont tous paysans. Et je suis grandi avec ces villages pleins de personnes âgées qui, d'un point de vue d'un enfant, étaient tous des, come si dice, di supereroi. C'était tous des super-héros. Donc, Des super-héros. Superman. Parce que Zio Biagio a vécu en Angleterre. Mon père a vécu en Suisse. Mon grand-père a vécu en Belgique. Toutes les personnes âgées de mon village ont vécu par tout le monde et toutes ces personnes ne parlent pas, ne disent rien pratiquement. Mon père, par exemple, mio padre non mi ha mai detto ti voglio bene. Mon père ne m'a jamais dit je t'aime. Jamais. Mais je n'ai pas aucun double que mon père, que mio padre mi vuole Et bene. pourtant tu étais sûr qu'il t'aimait. Alors, è un système de communication qui passe à travers les langages pas verbal. Ces personnes utilisent autre langage. Sont les langages d'un peuple qui n'a pas étudié, qui n'a pas fait l'université, mais l'école élémentaire, n'a pas fait pratiquement l'école élémentaire, mais est un peuple capable de construire un pays. Alors, je dis à Michele, est nécessaire pour moi transformer les paroles par exemple, les paroles de l'amour à travers la musique. La musique est un langage pas verbal, mais è un langage sentimental qui transmet des idées, qui transmet des sensations, des émotions. Et n'est pas nécessaire dans notre film écrire des dialogues répétitifs où les féminins et les masculins disent continuellement je t'aime, oui, aussi moi, non, io ti odio, come si dice? Je te déteste. Je te déteste, oui, aussi moi. Je n'aime pas la télévision et le cinéma qui transforme l'être humain en un livre de psychanalytique où tous les problèmes psychanalytiques come si dice, della coppia, Du couple. du couple deviennent le scénario automatiquement. Parce que, non, pourquoi nous ne parlons pas l'amour à travers les paroles? Nous parlons l'amour à travers le corps, à travers l'expérience spatiale, à travers la préparation de la vivante, come si dice, del cibo. De ce que nous mangeons. Et l'amour passe à travers toutes ces choses. N'est pas nécessaire faire passer l'amour seulement à travers les paroles. Et alors, Michele, lentement, come si dice, si è convinto. Il a fini par accepter. Et est devenu Orlando.
Orlando est la synthèse de toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie. D'ailleurs, Orlando, c'est un nom, ça vient tout de suite. Il y a quelqu'un. Orlando, c'est un prénom qui compte quand même dans ta vie. Oui, mais c'était qui, Orlando? C'est le prénom de mon père, mais n'est pas l'histoire de mon père. Non, non, bien sûr, mais quand même. J'ai fait un hommage à Ettore Scola. À Ettore Scola, il y a le même âge de mon père. J'ai fait un hommage à une génération, la génération de mon père et d'Ettore Scola. Très bien. Il y a quelqu'un qui a une réaction dans le public? Merci. Et merci pour ce film. Je voulais revenir sur, vous l'avez un peu dit là tout à l'heure aussi. Moi, ce qui m'a frappé, c'est tout ce sujet, à moins que je n'ai pas compris, autour de la filiation et de la transmission. Vous avez bien dit, quand vous êtes en famille dans votre village en Italie, même si on ne parlait pas, on se comprenait et on savait qu'on s'aimait. Ici, justement, j'avais l'impression que ça ne pouvait pas marcher parce qu'il manquait un chaînon, il manquait un être entre cette fille, avait perdu son père, qui était le fils d'Orlando. Donc, c'est comme s'il ne pouvait pas communiquer, même par des gestes ou par d'autres choses, puisqu'il manquait cette filiation. Et d'ailleurs, ça a mis toute la durée du film avant que la petite puisse dire non, donc de faire une relation de filiation entre les deux. Et ils ont pu alors commencer à se parler à la fin. Je crois que la génération de Orlando, la génération de mon père, est une génération qui a vécu la vie en manière intensive, très intensive, violente, en manière violente. Mais la génération successive, alla quale io appartengo, À laquelle j'appartiens. è une génération qui n'a pas déterminé rien dans l'histoire de l'Italie. Nous ne sommes pas une génération existante, une génération qui n'existe pas. Alors j'ai pensé de raconter sa sensation, qui est une sensation dure, une sensation, come dice, cattiva, bon? Méchante. Une sensation que j'ai élaborée lentement pour années et années de travail et réflexion. J'ai pensé de transformer sa sensation en un récit, come si dice, un racconto, un récit pour donner des questions à les spectateurs. Parce que sont des questions qui déterminent la transformation de notre société en quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous ne sommes pas capables de comprendre vraiment la transformation de notre réalité en quelque chose qui sfugge. Qui est fuyant, qui nous échappe. Et Valerio sfugge. Et Valerio, eh ben, il échappe. C'est aussi une question de façon de vouloir vivre. Le vieux monsieur ne veut pas partir, il veut rester tel que son père lui a appris à vivre. Il ne veut pas évoluer dans ce monde. Et
En ce sens, la petite fille lui ressemble. Elle non plus ne veut pas partir, quitter son monde. Oui, Orlando et Lise sont deux personnes qui existent dans une situation particulière et sa situation est la vie quotidienne. Orlando a un problème en relation à la transformation sociale, un problème évident parce qu'il appartient à une société paysanne qui existe, est très important. Mais elle est un peu archaïque quand même. Un peu archaïque. Est très important, mais il avait une relation avec la transformation sociale, la modernité, difficile. Tout le monde paysan qui n'est pas devenu industrialisé, en particulier dans l'Italie centre-méridionale, tout ce monde est un monde qui avait un problème avec la modernité. Mais nous avons un problème plus important. Les jeunes de notre génération, est la première fois dans l'histoire que les petits des petits, ils peuvent enseigner quelque chose à les personnes plus grandes. C'est la première fois. Nous avons des enfants qui sont plus avant sur 2 et 3 choses importantes de la vie respect à les parents. Orlando doit affronter come si dice, salto mortale? Oui, ce triple saut, salto mortale, oui, un triple saut. Orlando doit faire une grande pirouette. Une pirouette énorme et alors est difficile pour les 2 personnages qui sont 2 personnes décider où vivre parce que le voyage signifiait perdre quelque chose de très important. Et alors, le rencontre avec Orlando et Lise est une rencontre difficile, mais possible. È un rencontre sostanziellement émotif, è un rencontre sentimental. C'est l'unique possibilité de construire une liaison avec 2 générations vraiment différentes. Alors, mon film transforme ces rencontres en une solution possible. Mais è une question énorme, n'est pas une solution narrative. Moi j'ai... oui, allez-y. Attendez le micro, attendez voir le micro. Non, attendez. Sinon personne ne vous entendra. Nous non plus. Alors moi je trouve que dans votre film, on traite aussi d'autres choses que l'immigration. Ça je suis entièrement d'accord. Aussi du problème de génération entre un monsieur très âgé, donc Michele Placido, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à nos acteurs, un grand homme de théâtre français, Francis Weber. Il m'a fait penser beaucoup à cet acteur-là. Alors, dans votre film, ce qui m'a beaucoup touchée, en fait, c'est aussi le problème de l'abandon. L'abandon du grand-père
qui a été abandonné par son fils, et la petite qui a été abandonnée aussi par son père, qui est mort. Ils en souffrent tous les deux. Et en fait, il y a un problème de culpabilité aussi. Le grand-père se sent extrêmement coupable de ne pas avoir suffisamment compris son fils, et il se sent une énorme dette vis-à-vis de sa petite fille. Et il va devoir énormément affronter de difficultés qui sont, voilà, il faut qu'il travaille très dur. La langue, la difficulté de la langue, en fait, qui est énorme pour eux deux. Bon, la petite, ça va, elle parle italien. Mais tous ces problèmes-là, je trouve que c'est... Voilà, c'est, pour moi, ça m'a beaucoup touchée. Cette évasion aussi. La petite, son évasion, c'était le patin. Quand elle dansait sur la glace, c'était le moyen de se faire aussi aimer par son grand-père. Elle avait besoin de lui, mais elle avait besoin de s'évader. Et lui, l'accordéon. Donc il y a la musique, il y a le patin, qui sont des moyens aussi, justement, d'exprimer à la fois sa douleur, ses ressentis. Voilà. Merci beaucoup pour l'analyse parfaite de les motivations psychologiques du personnage. C'est vrai, existe la réalité, existe la matérialité des choses, aussi existe notre âme, notre désir, notre come si dice, sentiment. Merci beaucoup. Moi, je vais conclure sur une question à Fabrizio. Quand est-ce que tu as appris que tu allais avoir un rôle dans le film et qu'est-ce que ça t'a fait, hein, toi, qui est quand même issu de l'immigration aussi, de participer à un film comme ça, en étant de l'autre côté de la barrière, en jouant les assistants sociaux? Écoute, je me dis pas rien maintenant. Non, rien en fait. Merci. Non, bah, écoute, très simplement, je vais te répondre très simplement. Moi, Daniel, et je dis pas ça parce qu'il est là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et comme j'avais déjà fait ce film Diaz avec lui, et que pour moi ça avait été une rencontre extraordinaire, du coup quand il m'a demandé, tu vois, il m'a demandé de refaire ce film, j'ai accepté très simplement, quoi. Et donc, tu sais, des fois les choses, on vit dans un monde très compliqué et en fait, des fois les choses se passent heureusement, très naturellement et très simplement. Donc, pour un acteur, quand on te propose de jouer un rôle... Bon, ici, je dois dire que le fait de jouer un assistant social, c'est quelque chose qui est, pour un acteur, qui est assez agréable, dans le sens où là, on s'occupe des autres, alors que les acteurs, généralement, on s'occupe d'eux, tu vois. Donc, c'est quand même très agréable de passer dans l'autre sens. Donc, non, ici, c'était très agréable du fait que ça racontait aussi mon histoire. Donc forcément, il y avait une empathie naturelle vis-à-vis des personnages, que j'ai pas dû forcer beaucoup, et que ce qu'ils racontaient par rapport à cette impossibilité de communiquer par la parole, c'est quelque chose avec lequel moi j'ai grandi aussi. Parce que moi en plus j'ai été élevé par mes grands-parents, et donc du coup je connais ça par cœur. C'est une génération qui... Moi, je le raconte parce que c'est drôle. Je veux dire, dans ma famille, les vieux Italiens, quand on leur demande comment ça va, ils répondent Tandis que nous, on est la génération, on répond ouais, ça va. Tu vois? Et donc, c'est sûr que c'est un truc. Le personnage de Rolando, c'est un personnage, j'avais l'impression de voir mon grand-père, quoi. Donc c'était assez... L'empathie se faisait assez naturellement, quoi. Voilà. Je pense que sur ces mots, on va tous se souhaiter une très belle soirée et tout de suite derrière une très bonne nuit. Voilà. A domani. Merci. Grazie.